Bonjour et bienvenue dans ce mardi de débat, une rencontre exclusivement en ligne pour parler du projet de nouveau réacteur nucléaire à Gravelines et répondre à toutes vos interrogations. Avant de démarrer cette rencontre, quelques rappels techniques. Nous vous demandons de bien vouloir garder vos micros éteints tout au long de cette séquence. Vos micros sont désactivés par défaut. Nous vous demandons également de poser vos questions dans le chat prévu à cet effet, de faire des questions brèves et de veiller à rester courtois dans vos propos. Nous vous invitons également à vous renommer prénom, nom et éventuellement association ou organisme si vous souhaitez que nous vous identifions. Enfin, nous vous informons que cette rencontre est enregistrée. Après une brève présentation du débat public et de ses enjeux, ainsi que du projet de nouveau réacteur nucléaire à Gravelines par messieurs Martin, Ménager et Maillard, nous aurons ensuite un temps d'échange d'environ 45 minutes pour répondre à toutes vos questions et interrogations. Sans plus tarder, je me tourne vers Luc Martin. Vous êtes président de l'équipe du débat et vous allez nous parler du débat. Bonsoir, monsieur Martin. Bonsoir, merci Vanessa. Effectivement, depuis le 17 septembre dernier, la CNDP, après l'avoir décidé, nous a désignés pour lancer un débat public sur le projet de deux EPR à Gravelines, donc deux réacteurs nucléaires. Projet débat sollicité par l'entreprise EDF et l'entreprise RTE, ici représentée et que je salue. Donc, ce débat a débuté le 17 septembre dernier. Il va s'articuler autour de trois grands événements principaux. Donc, la réunion d'ouverture qui a eu lieu à Gravelines, une réunion à mi-parcours qui permettra de réorienter le débat si cela s'avérait nécessaire, donc le 21 novembre à Dunkerque. Et enfin, une réunion qu'on appellera une réunion parole d'acteurs qui permettra à la fin du dispositif de débat, de recueillir vraiment, que les gens viennent partager leur point de vue, leur ressenti à l'issue de ce débat. Plus largement, nous avons encore un certain nombre d'autres réunions qui s'annoncent. Donc, le 22 octobre prochain à Dunkerque, nous évoquerons les aspects liés à l'économie locale et les retombées imaginables de ce projet s'il se réalise. D'autre part, le 5 novembre, à Gravelines, nous aurons une réunion sur les coûts et les délais propres à ce projet. Ensuite, à l'Aune-Plage, le 19 novembre, une réunion sur la sûreté et la sécurité liée spécifiquement à ce projet de réacteur nucléaire. La réunion de mi-parcours, donc le 21 novembre, aura lieu le 21 novembre. À Gravelines, le 5 décembre, une réunion sur le cadre de vie, sur les conséquences par rapport aux habitants, sur les besoins en transport, en logement et même en structure, enseignement, santé, enfin très largement tous les impacts par rapport aux habitants de ce double projet, donc d'RTE et EDF. Et puis le 10 décembre, une réunion à Saint-Folquin sur largement les aspects liés à l'environnement, tout l'environnement au sens le plus large, que ce soit sur la santé, sur les retombées diverses, les problèmes de submersion sur lesquels certains nous ont déjà alertés. Sinon, sur les éléments qui se sont déjà produits, donc à la réunion d'ouverture, plus de 370 personnes ont participé, plus de 250 en présentiel et 116 via Internet. Et puis des réunions plus thématiques ont déjà eu lieu. Donc le 9 octobre, on a pu travailler avec les lycéens du secteur de Grand-Sainte dans l'après-midi, plus de 45 jeunes qui ont accepté de plancher sur les différentes facettes de ce projet. Et donc le soir, une centaine de personnes pour se concentrer sur le sujet de la production d'électricité. Ce projet est-il la solution pour satisfaire les besoins au niveau national et régional en énergie électrique? C'était ça la question du débat. Et puis donc le 10 octobre, pardon, une réunion à Calais, plus de 150 participants. Madame le maire de Calais nous a accueillis pour évoquer tous les sujets liés à l'emploi, l'insertion, la formation et comment faire pour que éventuellement ce projet puisse favoriser l'intégration d'un maximum de personnes. Voilà. Ce débat, donc, il est bien entamé, il se poursuit, il est multicanaux. Notre site internet est ouvert, il est à votre disposition. Nous avons déjà recueilli 22 questions et les personnes concernées par ces questions, je pense notamment à EDF, ont déjà commencé à répondre à certaines de ces questions. Les réponses sont donc en ligne. Un premier cahier d'acteurs est arrivé également, il est consultable en ligne.
Et sur les réseaux sociaux, nous avons plus de 1500 abonnés qui suivent l'actualité de ce débat. Également, innovation que nous mettons en place peut-être pour la première fois, une cellule de vérification, dans ce débat, hein, une cellule de vérification des faits et des controverses techniques. Donc, on a un certain nombre de personnes, de spécialistes des sujets concernés par ce projet et qui peuvent étudier et vérifier qu'il n'y ait pas d'informations fallacieuses qui seraient diffusées. Et donc, ils ont fait déjà 3 premières analyses qui sont mises en ligne dès à présent. Merci beaucoup, Monsieur Martin, pour cette explication. Je me tourne maintenant vers vous, Antoine Ménager, de la direction du programme Nouveau Nucléaire, en charge du débat public EPR2 Gravelines pour EDF, pour nous parler du projet. Eh bien, bonsoir. Merci, Monsieur Martin et la CPEP de cette initiative. Donc, effectivement, beaucoup de réunions dans le territoire. Vous avez vu, nous, on est fortement attachés à l'ancrage de ce projet s'il se fait dans son territoire, autour de Gravelines et globalement pour la région. Mais c'est bien aussi d'avoir des modalités variées que vous avez proposées et qu'on soit en ligne. Donc, c'est ce qu'on fait ce soir. Alors, là, comme on passe pas de support, je vais pas me relancer dans une longue présentation. Moi, je ressouligne, c'est sur le site du débat. Ça, c'est notre dossier des maîtres d'ouvrage. Vous le voyez peut-être pas forcément bien à l'écran. C'est 140 pages qui présentent en détail le projet sous ses différents aspects. Donc là, je vais vous en redonner les caractéristiques essentielles. Et il y a d'ailleurs une synthèse pour ça. Premier point, ce projet, je vous dis, on a un attachement fort dans son ancrage, dans son territoire d'accueil, si évidemment le projet se décide et se fait à l'issue du débat public. C'est important parce qu'on s'inscrit dans une région et un territoire, Gravelines, qui a une histoire autour de la centrale nucléaire actuelle, en moyenne 40 ans de fonctionnement, autour de laquelle le dialogue est permanent autour de ses habitants. Il y a les commissions locales d'information, donc il y a beaucoup d'informations et de connaissances de cette centrale. Et quelque part, venir s'implanter à Gravelines, on a déjà eu l'occasion de l'expliquer, c'est un site qui est techniquement à beaucoup de conditions favorables. Celle de la centrale actuelle qui avait été étudiée, il y avait du foncier. Vous savez, on bénéficie d'une opportunité où Total libère un site qui stockait du fioul sur les emprises du grand port maritime de Dunkerque et c'est une opportunité pour installer ce projet, vous voyez. Finalement, c'est une illustration très concrète qu'on va substituer des énergies fossiles à un moyen de production décarboné qui était au centre de la session du 9, pardon, à Grande-Synthe. Il y a des conditions favorables parce que la centrale des 6 réacteurs actuels de Gravelines, il y a évidemment l'évacuation de l'énergie, donc il y a déjà un couloir de ligne et RTE réexpliquera avec François Maillard les grandes bases du futur raccordement. Et puis, on est en bord de mer parce qu'évidemment, c'est plus simple pour refroidir nos réacteurs. Il n'y a pas à construire, notamment, souvent on symbolise. Je crois même que c'est dans le petit film de présentation de la CPDP, symbolise les réacteurs de Gravelines par des aéro-réfrigérants, mais comme on est en bord de mer, il n'y en a pas besoin, mais c'est vrai que dans le public, une centrale nucléaire, c'est souvent symbolisé par ces grandes tours, mais je rappelle, à Gravelines, pas comme dans le film, il n'y a pas d'aéro-réfrigérant parce que c'est la mer. Bon, donc ça, c'est les caractéristiques, et puis évidemment, on avait une forme de soutien qui s'est manifesté par un certain nombre de grands élèves. Ça, et c'est important, c'est le deuxième projet au sein d'un programme de relance du nucléaire en France qui a fait l'objet d'un premier débat public à travers son premier projet en Normandie qui a à peu près 2-3 ans devant nous. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de matière issue de ce premier débat. Nous, côté EDF, nous sommes convaincus que ça a été un débat utile. Nous sommes convaincus que nous avons répondu à beaucoup de questions. Je me souviens sur la plateforme, je me souviens du chiffre, on a répondu exactement à 264 questions. On a répondu à beaucoup de controverses techniques. On a répondu aux 43 recommandations qu'a formulées la CNDP à l'issue du débat. Donc, on a parfaitement joué notre rôle et on a répondu à tout. Dans ces questions et ces recommandations, il y a certains points qui restent ouverts, notamment des sujets de financement de ce projet, mais c'est un point ou deux parmi l'ensemble, et je vous assure, on a répondu à l'ensemble, et d'ailleurs, on n'a pas toujours été en condition de répondre.
Donc là, moi, je suis content de ce soir. Nous allons répondre, et c'est pour ça que je vais être assez bref sur le projet, pour plutôt donner du temps à la réponse aux questions. Les EPR2, je vous dis, c'est un programme. Ça tire les leçons de Flamanville, c'est ça le 2 de EPR2. C'est un projet qui était difficile pour nous, mais sur lequel on a beaucoup réappris. C'est un objet, l'EPR, qui a beaucoup d'atouts. Sa sûreté, quand on est exploitant nucléaire, ce qui compte avant tout, c'est de garantir la sûreté pour les populations. Et ça, c'est des avancées que personne conteste sur l'EPR et du coup les EPR2. Il y a une forte puissance parce qu'on a besoin d'électricité, on en a débattu à Grande-Synthe. Et puis, les leçons apprises, c'est on ne peut pas partir sur un réacteur tout seul sans perspective. C'est le sens d'un programme, d'où l'effet de série. L'effet de série qui donne de la visibilité dans la durée pour les gens, qui donne aussi des optimisations techniques avec la réplication, ça permet de s'améliorer. Et puis, c'est un réacteur qui est conçu pour au moins 60 ans. Et 60 ans, ça nous oblige à prendre le maximum des précautions connues d'aujourd'hui pour l'horizon 2100. Voilà. Et notamment, le changement climatique, il est au cœur de ces sujets. Et je pense qu'on aura des questions, et j'y reviendrai, sur comment on se prémunit à Gravelines du sujet inondation. Vous savez qu'on a pris aujourd'hui ce qui nous paraît être le consensus scientifique d'aujourd'hui, qui est 1 mètre de montée des eaux à l'horizon 2100. Ça, c'est issu des derniers scénarios du GIEC. Alors, il y a du débat, et moi, je suis prêt à en débattre, mais de toute façon, ça, vous voyez, c'est deux principes. C'est anticipation, on prend ce qu'il y a de plus sévère aujourd'hui, et c'est adaptation, parce que, évidemment, vous le savez, c'est le principe de la sûreté, c'est l'amélioration continue. À chaque fois qu'il faut réévaluer nos hypothèses, y compris par les normes qui évoluent dictées par la SN ou le retour d'expérience, il y a eu Fukushima dans cette voie-là, eh bien, à chaque fois, on fait le nécessaire pour monter le niveau. Et donc aujourd'hui, on présente un réacteur qui nous paraît offrir les meilleures garanties, et s'il y a des choses à adapter, eh bien, on le fera, et vous savez qu'on est tenu par la réglementation française chaque 10 ans. Donc ça, c'est le modèle. Mais ce qui est important, c'est sur Gravelines, puisque l'objet standard, évidemment, il va s'adapter à son environnement. Et à Gravelines, les sols sont des choses particulières puisque c'est sableux, donc on va devoir renforcer les sols. Il y a un environnement industriel, donc on doit tenir compte des risques potentiels de nos voisins et réciproquement. Ça aussi, ça fait partie des points qui seront débattus et qui, évidemment, sont au cœur de nos études et, de toute façon, des autorisations qu'on sollicitera sur lesquelles des avis seront rendus. Donc, vous voyez, on regarde tous ces aspects, mais l'autre aspect, c'est pour le construire. Eh ben, tout ça, ça ne se fait pas tout seul, c'est avec des gens. Au pic du chantier, c'est au moins 8000 personnes, ça sera progressif. Hein. Je vous redonne les grandes dates. À l'issue du débat, si le projet se décide, si les premières autorisations sont obtenues, premiers travaux préparatoires 2026, et ensuite un long chemin qui va aller jusqu'à 8000 personnes, peut-être en 2033, et ensuite un démarrage autour de 2038-2039. Et là, il y a besoin de tous les corps de métier de l'industrie, dans tous les niveaux de compétences. Et donc ça, évidemment, ça induit plein d'enjeux pour le territoire. C'est déjà, pour que ça bénéficie au territoire, il faut les former localement, il faut en disposer. Donc tout ça, on l'a débattu largement à Calais, c'était vraiment une séance qui nous a beaucoup plu, très intéressante. Et ça a plein d'effets induits sur le territoire. Comment les gens vont venir, comment ils vont se déplacer, comment ils vont être logés, etc. etc. Et donc, ça fait partie des thématiques du débat. Merci, monsieur le ménager. Je ne voulais pas vous interrompre. On a des questions justement qui sont en train d'arriver. Je rappelle juste avant de donner la parole à monsieur Maillard que cette rencontre est justement pour vous permettre de poser toutes vos questions, d'avoir un accès direct aux 3 intervenants. Et vous sentez bien, il y a déjà 2 questions dans le chat, donc n'hésitez pas, on est ensemble jusqu'à 19h pour poser toutes vos questions. Je me tourne maintenant vers monsieur François Maillard. Vous êtes directeur de projet du raccordement électrique des EPR2 chez RTE et vous êtes co-maître d'ouvrage. Monsieur Maillard, vous avez la parole. Merci Vanessa et bonjour à tous. Exactement, on est co-maître d'ouvrage et c'est la raison pour laquelle RTE est assis, enfin, en l'occurrence debout, à côté d'EDF ce soir et pendant la totalité du débat. Donc on assure la co-maîtrise d'ouvrage pour le raccordement électrique des EPR2. On le fait de la même manière avec l'ensemble des industriels qui se raccordent à notre réseau, qu'ils soient producteurs comme EDF ou distributeurs ou consommateurs d'électricité. Alors sur la zone de Dunkerque, il se passe beaucoup de choses en ce moment. On en a parlé beaucoup le 9 octobre sur la session sur l'électricité. On observe que la consommation d'électricité va augmenter sur le territoire, et ce qui implique pour RTE d'adapter son réseau. Et on va entre autres construire des nouvelles infrastructures, donc des nouveaux postes et des nouvelles lignes électriques sur le territoire dunkerquois. Un des postes qu'on va construire, on va le construire à Saint-Georges-sur-Lare et c'est le poste qui servira au raccordement des EPR2 d'EDF. Il servira aussi
au raccordement de l'actuelle centrale nucléaire de Gravelines. Aujourd'hui, donc, EDF nous a sollicité, nous, RTE, pour les raccorder. Le besoin de EDF, c'est un besoin de 6 liaisons. Je vais essayer d'être assez clair. Il y en a 2 qui sont en niveau 90 000 volts pour les besoins immédiats du chantier EPR2. Et ensuite, il y aura 4 liaisons qui seront, elles, d'un niveau de 400 000 volts, qui serviront à la fois pour alimenter les auxiliaires et qui serviront en technologie aérienne pour évacuer la production d'électricité. À ce stade, on est encore aux phases d'études. On a déjà des bonnes idées sur l'architecture que cela pourrait prendre. On sait d'ores et déjà qu'il y aura des impacts sur le réseau électrique existant pour les industriels de la zone à proximité de la centrale. Voilà. Au niveau du planning, on est très lié à EDF. On aura nos autorisations en même temps et on commencera les premiers travaux, en particulier pour l'alimentation de chantier, fin 2026. Et on étalera nos travaux jusqu'à 2032-2033. On terminera, nous, en avance par rapport à la mise en service parce qu'il y a un certain nombre de tests qui sont nécessaires pour EDF. Et du coup, je vous propose de passer aux questions et je suis très content de pouvoir y répondre si vous en avez sur la composante raccordement. Merci, Monsieur Maillard. Nous avons effectivement déjà des questions qui sont posées. Alors, je vous propose de lire vos questions et de me tourner vers mes collègues à mes côtés et de vous donner 1 ou 2 minutes pour répondre aux questions qui sont posées. Et ensuite, effectivement, s'il y a besoin d'ajouter des compléments d'information, on les remettra sur le site pour permettre au plus grand nombre de pouvoir poser des questions. Donc, n'hésitez pas. On a déjà 4 questions. La première de Madame Richard, qui est: à quoi sert ce nouveau débat public, puisque la décision de construire des nouveaux réacteurs est déjà prise, comme à l'habitude. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, on entend souvent dire que les débats, tout est déjà ficelé. Tout est déjà ficelé, Monsieur Martin. Donc, je pense que cette question est pour vous. Alors, sur ce projet, aujourd'hui, on est uniquement en présence d'une volonté exprimée par le président de la République dans un discours de Belfort le 2022. Et aujourd'hui, il n'y a aucun autre acte d'autorisation ou autre qui s'en est suivi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes dans une procédure vraiment préalable. Et c'est pour ça que ce débat va servir à recueillir le maximum de questions, d'avis, de recommandations du public. Nous en ferons un compte-rendu. Ce compte-rendu donnera lieu à un bilan que la CNTP adressera aux 2 maîtres d'ouvrage et ils auront 3 mois pour répondre à ces questions et donc, quelque part, répondre au public. Et c'est seulement dans une phase ultérieure que les phases d'autorisation administrative des différents projets pourront se poursuivre éventuellement et aboutir notamment à des enquêtes publiques spécifiques à ces projets. Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner sur le fait que certains débats passés Oui. Oui, alors effectivement, à la CNDP, on a fait un bilan de l'ensemble des débats publics qui sont mis en place depuis la loi Barnier de 1995. Et sur l'ensemble de ces débats, on constate que plus de 60% des projets soumis à débat public ont été soit modifiés, soit même parfois annulés. Mais essentiellement modifiés, plus de 60%. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Martin. J'ai une question de Monsieur Villain qui est pour Monsieur Ménager, qui revient un petit peu sur l'agenda dont vous nous parliez. Si malheureusement ce projet EPR2 à Gravelines se fait d'ici plus de 15 ans, comment seront traités les déchets produits, le stockage sur le site ou le transport vers quel site cela va être transporté sur des trains Castor soumis à de multiples risques? Question complexe. Non, pas question complexe, qui est souvent au cœur des débats sur le nucléaire et qui a fait l'objet d'une séance dédiée dans le précédent débat que je citais, qui est accessible en replay sur le site du précédent débat. Donc, ce qu'il faut vraiment entendre, c'est que le combustible qui est utilisé sur les EPR2, c'est le même type de combustible que sur les 56 réacteurs actuellement en fonctionnement. Donc ça, c'est un élément important. Vous savez, c'est des réacteurs d'IAO pressurisés, donc vraiment, on est sur la même filière technologique et du coup, les mêmes types de combustibles. De fait, tout ce qu'on appelle le cycle du combustible, à la fois les approvisionnements et ensuite le traitement aval du combustible, ça reprend exactement les mêmes filières que les réacteurs actuellement exploités par EDF. Donc, vous savez que l'ambition, c'est de les amener en toute sûreté le plus longtemps possible. Donc, on est dans les mêmes échelles de temps. Donc, je dirais EPR2 rajoute rien de nouveau sur ces sujets-là. C'est un sujet global, on va dire,
cycle du combustible et traitement des matières. D'ailleurs, vous savez que tous les 5 ans, il y a un cadre de débat public. Alors, c'est un peu abscon, le cycle, c'est PNGMDR, c'est Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, dans lequel tous les 5 ans, régulièrement, ces grandes options sont révisées, font l'objet d'un débat public, le maître d'ouvrage et l'État, sur ces sujets-là. Et donc, en tout cas, EPR2 n'a pas de spécificité, donc on s'inscrit totalement dans ce cycle. Il y a des informations dans le dossier du maître d'ouvrage, mais qui ne sont pas spécifiques à Gravelines. Donc, je pourrais répondre précisément à M. Villard. Donc, à partir du moment où j'ai dit que c'était les mêmes filières, ça va partir en retraitement. Le combustible usé, qui n'est pas un déchet, qui est encore une matière, puisque justement, il est retraité et recyclé, partira à l'usine de La Hague pour retraitement, comme ça se passe déjà aujourd'hui sur les réacteurs actuels. En wagon Castor. C'est leur petit nom, c'est les wagons, effectivement, c'est leur nom pour la protection de ces éléments qui partent à la haie. Merci beaucoup, Monsieur Villard. Une autre question qui vous concerne aussi bien vous, Monsieur Ménager, que vous, Monsieur Martin. Il dit des questions importantes et précises sont posées en ligne, effectivement, sur le site du débat. Quels sont les délais pour EDF et RTE pour apporter des réponses précises? Et quelles sont les normes de la CNDP pour traiter ces questions et quels en sont les délais? Alors, toutes les questions mises en ligne auront une réponse. On n'a pas de délai vraiment normé. On pense que pouvoir répondre sous un délai de 15 jours nous semble quelque chose de raisonnable. Donc, c'est pour ça qu'on demande précisément aux deux maîtres d'ouvrage d'être le plus réactif possible. Mais parfois, il y a des chaînes de validation, j'imagine, qui font que on est un petit peu limite. Mais en tout cas, l'objectif, mais ce n'est pas un engagement contractuel, on souhaite que des réponses soient apportées dans les 15 jours. Des fois, c'est un petit peu difficile. Voilà. Moi, je complète pour EDF, je le dis solennellement, c'est vraiment 15 jours maximum pour la partie d'EDF et toutes les réponses aujourd'hui apportées et les questions, c'est exactement ce qu'on a tenu depuis le début du débat. D'accord. Et RTE, on s'inscrit dans ça aussi. On a contribué à la première réponse à une question qui concernait le réseau électrique aujourd'hui, qui devrait être publié probablement demain. Il y a aussi les délais de publication qui rentrent dans les 15 jours. Et petite précision, nous, CNDP, on se réserve le droit d'examiner vos projets de réponse et s'ils nous paraissent insuffisants, on peut vous demander un complément. Et dans ce cas-là, effectivement, on est susceptible de dépasser 15 jours, mais c'est plus un suivi, c'est pour un souci de parfaite réponse au public. Quoi. Oui, les premières réponses publiées, vous avez raison, elles ont fait l'objet d'itérations entre nous, mais honnêtement, dans des délais où je pense que les 15 jours, ils sont une bonne cible. En tout cas, nous, c'est celle qu'on s'est fixée. Voilà. D'ailleurs, j'ajoute que, étant donné que le débat se termine le 17 janvier et qu'on souhaite que tout le monde puisse participer, notamment sur la plateforme participative, on a fait le choix de faire le dernier débat, grande réunion de restitution, le 14, pour laisser le temps aux gens d'aller jusqu'au 17 et de continuer à poser leurs questions. J'ai une question maintenant de Fanny, pour vous, Monsieur Ménager. On dit que l'EPR2 est une version simplifiée de l'EPR de Flamanville. Avez-vous des exemples de simplification? Oui. En commençant par rappeler que simplification ne veut pas dire moins sûr. C'est extrêmement important. D'ailleurs, je me souviens, j'ai eu la question dans la réunion d'ouverture, pour rappeler avec un exemple précis qui est lié à l'enceinte de confinement. Donc, ça, c'est un point extrêmement important parce que dans le retour d'expérience de Flamanville, qui a été un projet, je vous l'ai dit, difficile pour nous, tout le monde le sait, dans sa durée, mais bon, on a réappris beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui concernent, on va dire, la conduite du projet. Là, c'est pas l'angle de la question. Il y a des questions aussi où il y a des optimisations techniques sur l'objet. Et donc, globalement, c'est se le rendre plus simple à construire. C'est se le rendre plus simple à construire. Donc, c'est notamment dans sa phase de génie civil, qui est quand même la partie la plus importante. Je redonne des ordres de grandeur. Puisqu'on les construit par deux, c'est 1 million de mètres cubes de béton. Et donc, évidemment, il faut se rendre les choses les plus standards possibles et les plus simples. Donc, il y a l'enceinte, où j'ai répondu à la réunion d'ouverture, puisque sur EPR… On peut repréciser peut-être. Oui, alors l'enceinte de confinement, donc, vous voyez… Flamanville, c'est double enceinte. Oui, alors déjà, expliquez. Vous voyez tous le bâtiment réacteur, dans lequel la cuve du réacteur et la réaction nucléaire se fait. Ça, c'est un bâtiment qui a une double vocation. En cas de problème sur le fonctionnement du réacteur, toute la matière nucléaire doit rester confinée à l'intérieur de ce bâtiment. Voilà. Donc, ça doit assurer une fonction d'étanchéité, y compris si ça monte en pression dans le bâtiment. Et deuxièmement, ça doit venir résister si c'est agressé par l'extérieur. Et notamment, à partir d'EPR, ça prend la chute d'un avion gros porteur. Donc, dans la conception initiale de l'EPR Flamanville, c'est une double enceinte. La première fait office d'étanchéité, la deuxième fait office de protection contre la chute d'avion. Sur EPR, c'est une seule enceinte, mais très épaisse, et qui a la double fonction
étanchéité pour l'intérieur, EPR2, pardon, sur Gravelines, pour Gravelines, une seule enceinte, mais qui a aussi les deux objectifs de sûreté, deux en un, étanchéité et résistance contre l'agression. Ça, c'est un exemple très marquant. On a souvent la question. Après, on peut dire aussi qu'il y a beaucoup de choses qui étaient héritées des pratiques franco-allemandes, puisque, je rappelle, tout le monde a oublié, mais l'EPR, il a été conçu dans la fête des années 80-90. Au départ, un projet franco-allemand. Il y avait beaucoup de pratiques issues de l'exploitation de nos collègues allemands qui ont depuis arrêté et qui étaient un peu pas tellement répandues dans les pratiques françaises et qui ont induit notamment beaucoup de protection en béton et des choses comme ça, parce qu'il y avait beaucoup d'interventions quand le réacteur était en fonctionnement. Ça, c'était l'approche allemande, faire beaucoup de maintenance en fonctionnement, sauf que si vous allez dans un réacteur en fonctionnement, vous devez protéger les travailleurs, alors qu'en France, c'est pas du tout la pratique. Et donc, ces protections, elles se traduisaient par beaucoup de génie civil, beaucoup de protection, et du coup, qu'on a retiré, et ça fait des choses plus simples à construire, parce que c'est pas dans les pratiques françaises. Voilà quelques exemples. Merci. Donc, Fanny posait également une seconde question en disant Arcelor dit qu'ils vont avoir besoin de beaucoup d'électricité pour décarboner leur usine. C'est combien de mégawatts environ? Et ça fait combien de tranches? Alors, je pense, Oui. on va faire réponse à deux parce que, il le dira, mais François est là pour le raccordement, comme il l'a très bien expliqué, mais RTE, c'est une autre mission. Je le laisserai répondre à ce titre-là. Moi, c'est juste l'occasion de redonner les ordres de grandeur. Je pense que beaucoup ici connaissent les projets EPR2, s'il se fait, c'est l'ajout, et j'insiste, c'est pas à la place, c'est l'ajout de deux réacteurs de 1670. En plus des 6 de 900, 2 de 1670. Et en production, pour situer, la centrale actuelle, avec ses 6 réacteurs, en 2023, a produit l'équivalent de 60% à peu près de la consommation de la région Hauts-de-France au total. Et donc, avec ces deux réacteurs EPR2 en plus, ça permettrait d'aller jusqu'à 100%. Alors, de la consommation de 2023. Et justement, dans le futur, elle risque de monter. Ouais, un petit mot sur ArcelorMittal. Ça fait partie des industriels qui décarbonent leur processus industriel. Ils vont passer à un four électrique. Ils vont obligatoirement consommer davantage d'électricité et moins d'énergie fossile. Donc pour ça, je l'ai dit en introduction, on va devoir créer du réseau pour, on va dire, augmenter la taille des tuyaux parce qu'aujourd'hui, les tuyaux, les câbles électriques sont pas suffisamment dimensionnés pour alimenter les besoins futurs d'ArcelorMittal. Alors, j'ai pas les chiffres exactement en tête. De manière globale, sur le Dunkerquois, nous, ce qu'on observe, c'est qu'on va environ tripler la consommation électrique à l'échéance 2040. Pour répondre précisément à la question, moi, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on va être à plus d'un réacteur actuel de 900 MW pour les besoins d'ArcelorMittal à échéance de leur projet de décarbonation, alors qu'ils consomment aujourd'hui 2 ou 3 fois moins. Mais pour être précis, on n'est pas sur les mêmes échéances. L'EPR, c'est une échéance espérée à 2040 et la décarbonation Arcelor, je crois que c'est beaucoup plus tôt quand même. Voilà, faut avoir en tête que le réseau électrique de RTE est maillé sur l'ensemble du territoire français et que aujourd'hui, les besoins que l'on voit arriver pour 2030, il y a beaucoup d'industriels qui s'installent en ce moment, toutes les gigafactories par exemple, les besoins pour 2035 et jusqu'à 2040 vont être comblés sans problème, sans qu'il y ait besoin que les EPR2 soient en service. Donc aujourd'hui, la centrale nucléaire et les autres moyens de production de la région du pays sont suffisants pour répondre à l'ensemble des besoins en consommation du territoire et aussi de la France, parce que l'enjeu, c'est quand même la France. Donc les études que RTE a menées en prospective, Futur énergétique 2050, qui a été réalisée en 2021 et qui a été actualisée dans une version plus court terme, le bilan prévisionnel 2023-2035, montre qu'on peut arriver à assurer une sécurité d'approvisionnement pour l'ensemble de la France, des industriels, des ménages. Néanmoins, si on le fait, il y a quand même des conditions. Et les conditions, c'est qu'il faut développer des énergies renouvelables, développer du nucléaire, et il faut activer des leviers sur la consommation électrique pour la maîtriser, et en termes de sobriété énergétique et d'efficacité énergétique. Merci à vous pour cette réponse. Il nous reste encore une trentaine de minutes ensemble, donc n'hésitez pas à poser des questions et à profiter de cette opportunité pour poser toutes vos questions. J'ai une question justement qui concerne Pardon,
sur les scénarios, sur les différents scénarios. Madame Richard demande pourquoi les scénarios MO 100% renouvelables, M1, N23 sans nouveau nucléaire de RTE ont-ils été discrédités aussi rapidement au profit du NO3, construction de 14 EPR et plusieurs SMR, sans aucun débat public. C'est une bonne question. Alors, moi, je vais répondre peut-être pas à la question, mais voilà, RTE en 2021 a fait 6 scénarios qu'elle a estimés possibles. Après, le choix des scénarios, c'est pas RTE qui l'a retenu, donc je vais pas être la bonne personne pour répondre à cette question. En tout cas, en 2021, quand on a fait l'étude des futurs énergétiques à 2050, on a estimé 6 scénarios, dont un scénario 100% renouvelable. Alors, moi, si vous permettez un complément, ces scénarios, ils ont été au cœur du premier débat public que je mentionnais, puisque ça portait sur le lancement du programme nucléaire. Donc là aussi, vous allez sur le site du précédent débat. Je me souviens plus de la date exacte, mais c'est au mois de novembre. C'était une des premières réunions. Et finalement, dans des séquences qui ressemblaient assez à ce qu'on a fait à Grande-Synthe ou à la réunion d'ouverture, puisque RTE, par Monsieur Thomas Vérin, qui a présenté les scénarios 2050, l'association Négawatt a présenté ses scénarios, l'ADEME a présenté ses scénarios, on va dire tous les grands porteurs de scénarios l'ont fait, et ça c'était dans un débat public, et c'était dans le premier débat public, justement pour est-ce qu'il y a besoin de relancer un programme nucléaire EPR2, donc dire qu'il n'y a pas eu de débat public, je pense que ça serait exagéré, parce qu'en tout cas c'est celui où nous portions, il y a aussi des concertations autour de la concertation climat, dans lequel ces sujets ont été portés. Bon, en tout cas, là, on est à Gravelines et c'est l'occasion d'en reparler, mais je pense qu'au contraire, c'est un sujet qui a déjà été débattu très souvent. Merci, Monsieur Ménager. Une question qui concerne la santé. Concernant les impacts santé, y aura-t-il, avant les autorisations, enquête publique, un état des lieux précis de l'état sanitaire dans le Dunkerquois, notamment lié au taux de cancer, thyroïde important, leucémie, etc., et en lien avec l'ARS? Je ne sais pas qui répond à cette question. Je suppose que l'ARS, aujourd'hui, elle suit ses statistiques sur l'ensemble de la région et elle est en capacité d'identifier un éventuel mouvement sur ces statistiques. Voilà, mais c'est une question que l'on peut relayer et qui peut être envoyée au service de l'État pour répondre plus précisément sur ce point. Moi, ce que je peux peut-être ajouter, c'est un peu comme tout à l'heure la question sur les déchets. C'est des questions, évidemment, dès qu'on a un débat sur le nucléaire, c'est des questions qui sont légitimes et qu'on entend, donc qui sont souvent abordées. Là, vous ne le savez peut-être pas, mais en France, on sort d'une concertation autour de la prolongation ou pas des réacteurs de 1300 MW au-delà des 40 ans. C'est une concertation qui vient de se terminer et il y a eu cette thématique santé. Il y a eu un certain nombre d'intervenants qui ont expliqué, mais de façon générale. Alors, ok, la question est vraiment autour de Gravelines, mais qu'on donnait sur la base d'études internationales épidémiologiques françaises, et c'est notamment l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN, qui a un certain nombre de ces éléments et qui l'a d'ailleurs présenté en toute indépendance. Donc, des éléments existent. Après, il faut effectivement les solliciter, mais moi, en tout cas, j'ai connaissance dernièrement de ces exposés-là. Une thématique un peu différente, la formation, le recrutement, c'est un enjeu partagé sur le territoire. C'est l'occasion pour la population du Dunkerquois et du Calaisis de pouvoir prendre part à leur avenir. Alors la formation, c'était l'objet de la réunion que nous avons eue cette semaine à Calais, où une centaine d'acteurs socioprofessionnels liés à l'emploi, liés à la formation, sont venus poser des questions aux porteurs de projets et également proposer des solutions de formation en amont. Donc, il y a eu un travail très riche et j'invite nos auditeurs à regarder les comptes rendus de cette réunion donc de Calais, qui a été très riche d'enseignements avec des contributions pour chacune des tables des participants. Et je pense que ça nourrira vraiment notre compte rendu. Je précise, la réunion d'entrée, la réunion de mi-parcours et la réunion de fin ont été mises en ligne simultanément. Les autres réunions seront disponibles quelques jours plus tard après chaque réunion. Donc, vous avez la possibilité de la regarder et tous les verbatims sont disponibles sur le site internet du débat. Donc, verbatim, c'est-à-dire le texte intégral des réunions. Peut-être un petit complément d'information. Non, mais il y a eu vraiment cette session de Calais.
On l'appelle la session de Calais parce que, en tout cas, sur l'emploi, la formation et sur tous les effets dans le territoire, c'est important pour nous d'avoir une approche large du territoire. C'est-à-dire que, évidemment, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de Gravelines, qui est la ville d'implantation, mais ces aspects-là, il faut les aborder à l'échelle de la région. Et de toute façon, la région a les compétences en termes d'emploi et de formation. Et c'était important voilà. Et là aussi, moi, je l'ai dit et je le redis à la CPTP, c'est important que le débat, excusez-moi l'expression, rayonne, mais soit organisé tout autour. D'aller à Calais, c'est très bien, mais on pourrait aussi dire c'est bien d'aller à Saint-Omer parce que ça fait aussi partie de cette zone-là, d'aller à Hasbrook et vous voyez, de couvrir tout cet arc de la Côte d'Opale qui sont, on va dire, les territoires avec lesquels il faudra travailler. On a un certain nombre de réunions territoriales prévues, y compris chez nos voisins belges, qui ont sollicité donc une réunion qui est prévue, 28 novembre. Qui est prévue le 28 novembre. Nous serons en Belgique avec traducteurs pour rencontrer donc la population belge qui, elle aussi, souhaite s'intéresser à ces sujets, notamment environnement, santé, bien sûr. Et sécurité. Et sécurité. Sûreté. Au-delà du projet EPR2, il y a en effet d'autres projets d'envergure sur le territoire qui concernent la mobilité et la modification des process industriels vers des process bas carbone. C'est un commentaire de Donette. Oui, bah ça revient. Alors, oui, alors sur le bas carbone, bah, tu peux redévelopper ce que tu avais commencé à faire. Voilà, l'ensemble des industriels qui s'installent, type Gigafactory, ou qui ont un programme de décarbonation, bah voilà, font appel et qui ont des besoins importants en électricité, font appel à RTE pour leur raccordement ou pour une évolution de leur raccordement existant. Donc, en effet, il y a sur Dunkerque un ensemble de projets auxquels RTE contribue et qui fait que RTE doit adapter son réseau électrique. Aujourd'hui, on avait un axe 400 000 volts, c'est notre plus haut niveau de tension qui part de la centrale et puis qui s'évacue plutôt vers le sud des Hauts-de-France, vers Lille, vers Calais ou vers le sud du Pas-de-Calais. Aujourd'hui, on va créer un nouvel axe 400 000 pour aller vers l'est du territoire du port de Dunkerque, parce que c'est à cet endroit qu'on va consommer beaucoup d'électricité. Donc, on est associé en partie sur les besoins en énergie RTE à l'ensemble de ces évolutions sur le territoire, mais elles sont peut-être plus large que les besoins d'énergie. Merci. Nous avons une question donc, de M. Villain à nouveau qui dit que l'EPR2 n'est pas un EPR1 comme à Flamanville et Hinkley Point. Aucun EPR2 n'est actuellement construit et en service. Donc, est-ce que les plans techniques précis sont terminés, validés par l'ASN, l'IRSN Oui, c'est pour vous, monsieur Ménel. Oui, tout à fait. Non, mais ça c'est vrai. Et j'allais dire, heureusement que ça n'a pas commencé à être construit, puisqu'on est dans la phase de débat public. Donc ça, c'est tout à fait normal. En revanche, j'ai cité le premier projet en Normandie. Il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, on était en phase de débat public. À l'issue du débat, on a été amené à répondre aux recommandations, à prendre notre décision de poursuivre la préparation et déposer les premières autorisations accordées et les travaux dits préparatoires ont commencé à Panly. Mais là, il s'agit de préparer la plateforme, des choses qui n'engagent pas la future sûreté nucléaire, puisque ça, c'est une autorisation qui s'appelle l'autorisation de création, aussi délivrée par décret, mais avec l'autorité de sûreté nucléaire qui l'instruit en profondeur. Un des enseignements de Flamanville, il y en a de nombreux, j'ai dit, il y a des simplifications techniques, il y a des choses en termes de conduite de projet, et un des points de la conduite de projet, c'est de se lancer vraiment dans l'exécution, la réalisation, qu'on a une maturité, une stabilité de la conception totale. Flamanville, avec le père, dit 1, on ne l'appelait pas 1 parce que c'était le premier, mais il est parti, vous savez, il était tête de série, prototype, et il a fait l'objet de beaucoup de modifications en cours de route. Donc avec une conception qui n'était pas à maturité au moment où on a lancé la construction avec les plans de conception détaillés. Ça, c'est une recommandation. Là aussi, elle est référencée dans le rapport. Elle avait fait l'objet d'une séance spéciale précédent débat. Il y a un rapport de Jean-Martin Fols qui explique tout ça en détail. Mais donc, excusez-moi, mais il y a eu un peu, on est parti avec un design pas totalement stabilisé. Là, dans EPR2, on aura l'occasion de le détailler, je pense, dans la session du 5 novembre sur les coûts et les délais. Il y a des attentes sur ces sujets, mais oubliez jamais que la meilleure façon de tenir les délais et donc les coûts, c'est de maîtriser son projet.
Et pour maîtriser son projet, eh ben, il faut avoir un objet stable à construire. Et donc là, vous l'avez aussi dans le dossier de maître d'ouvrage, il y a un process de revue de maturité par des experts indépendants qui ont évalué la phase dite de basic design, qui est la conception, on va dire, générale. Et d'ailleurs, en 2023, on dit, bah, c'est pas suffisant. Et on met un point d'arrêt en disant une revoyure à l'été 2024. Et là, à l'été 2024, ce jalon a été passé. Et ça permet de rentrer dans les études dites de détail. En gros, ce qui va générer les plans pour la construction. Et donc, on est sur cette phase-là. Donc, ça aussi, c'est un enseignement. Et l'étude de détail, elle se finira quand? Bah, l'étude de détail, projet, l'étude de détail, c'est que pour engager la construction des bâtiments à Panly sur le premier, puisqu'après on est sur un objet standard, il faut qu'au moment où la construction s'engage à Panly, 100% des études de détail du génie civil soient prêtes. Et ça, c'est l'objectif. Voilà. Merci. Je vais prendre maintenant deux questions ensemble que je vais regrouper sur coût et délai. Pourquoi choisir d'investir dans les EPR2 en connaissant les problèmes liés au surcoût de l'EPR et les difficultés croissantes d'approvisionnement? Et la situation financière actuelle concernant l'énergie nucléaire est catastrophique. Qui va prendre en charge le coût faramineux de ces nouveaux EPR2? Je vous laisse répondre, mais au-delà, on espère que lors de la réunion coût et délai, on pourra bien sûr aller plus dans le détail que ce soir, mais Monsieur Ménager, si vous voulez bien. Alors, j'ai plus exactement comment les formuler, mais je vois l'idée générale. Je l'ai dit, le cœur de ce qu'on veut faire dans le PR2, c'est avoir réappris, tirer les leçons. Donc, il ne s'agit pas de partir dans un projet. Alors déjà, dont Flamanville avait été totalement sous-estimé. Ou à l'inverse, qui avait été pensé en faisant des délais records de construction et de coûts. C'est-à-dire qu'au-delà des difficultés qui sont apparues après, même le planning initial était irréaliste, puisque c'était 58 mois. Il y avait globalement sur les 56 réacteurs qui sont construits en France, il n'y en avait que un ou deux qui avaient fait moins de 58 mois. Donc je dirais la promesse de départ, de toute façon, était intenable. Il y a eu les difficultés qui sont arrivées après. Donc là, c'est déjà de construire un réacteur standard, conception stabilisée, et qu'on engagera sur des durées de planification réalistes au début, et sur lequel, grâce à l'effet de série, on entend accélérer. Et là, pour le coup, il y a des gisements pour avancer, puisque vous l'avez peut-être lu dans la presse, l'objectif que nous assigne notre PDG, c'est d'essayer de viser des durées qui sont comparables sur le REX international, notamment en Chine, où il y a 30 réacteurs à peu près équivalents en construction, et de viser, par exemple, 70 mois. Alors, 70 mois, pas à partir de 2026, à partir de 2031, du jalon qu'on appelle le premier béton, qui est soumis à l'autorisation de création. Et donc, voilà l'optimisation. Donc ça, c'est l'aspect planning et hypothèse réaliste. Je crois qu'il y avait des choses sur les coûts. Ce qu'il faut voir, c'est que le coût est directement lié à la dérive du planning. Hein, en premier ordre. Plus ça dure longtemps, plus ça vous coûte de l'argent parce que vous avez des frais fixes. Vous imaginez que si vous avez un chantier de 8000 personnes qui fait 1 an de plus, 2 ans de plus, 3 ans de plus, vous voyez tout de suite le dérapage. Et donc ça, c'est une raison. Donc c'est pour ça qu'il est important vraiment de maîtriser le cadre dans lequel on va aller. Mais peut-être ce soir, c'est difficile d'aller beaucoup plus loin sans document. C'est vrai que la séance du 5 novembre va être l'occasion d'aller en profondeur sur ce sujet. Il vous restera à convaincre le public parce qu'on a souvent cette interpellation sur les coûts et délais. Oui, bien sûr. Les gens s'appuient sur l'expérience de Flamanville qui interpelle quelque part. Hein. Bien sûr, mais moi je termine juste sur un point. Oubliez que ce qu'on construit, c'est pour au moins 60 ans. Et quand je dis au moins 60 ans, des réacteurs équivalents, j'irais construits dans les années 80 aux États-Unis, ont obtenu des licences à 80 et certains envisagent 100 ans. Donc, vous voyez, on va dans le temps long. Donc, oui, ça a été difficile. Oui, ça a coûté cher au début, mais pensez aux bénéfices en termes de production d'électricité pour au moins 60 ans et plus que vont amener ces réacteurs. Je pense qu'il faut aussi remettre cette perspective-là. Et voilà, c'est ce que je voudrais quand même rappeler à tout le monde. C'est que c'est des projets longs qui ont peut-être eu des difficultés, mais qui sont un investissement sur le long terme. Merci, Monsieur Ménager. Une question peut-être pour vous, Monsieur Martin, concernant le débat sur le programme pluriannuel de l'énergie, à savoir
quand aura lieu un véritable débat national et citoyen sur l'avenir énergétique de la France, et notamment ce débat sur le programme pluriannuel de l'énergie, PPE, qui a été repoussé. Oui. Alors, rappelons déjà que le débat public qui a eu lieu il y a 1 an et demi sur Penly était un double débat puisqu'il portait effectivement sur les 2 EPR de Penly, comme nous le faisons aujourd'hui sur Gravelines, mais également il portait sur le projet de programme présenté par EDF de 6 réacteurs. Il n'en demeure pas moins que le plan pluriannuel de l'énergie, et là, c'est pas EDF que ça interpelle, mais c'est l'État, le plan pluriannuel de l'énergie doit être mis à jour pour intégrer ces évolutions du nucléaire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et également, le SNBC doit être aussi actualisé. C'est pourquoi la CNDP a été saisie afin d'initier une concertation préalable sur l'actualisation de ces 2 documents. Et je crois savoir que cette concertation devrait avoir lieu en principe avant la fin d'année. Je vous invite à veiller l'actualité. Ça devrait en principe sortir très rapidement. En tout cas, nous avons 2 collègues de la CNDP qui ont été désignés pour cette mission et ils attendent une signature du lancement de cette double concertation. Merci. Les questions portent également sur les risques climatiques, les conflits, les risques terroristes. Les installations nucléaires françaises actuelles n'ont pas été conçues pour résister à une agression terroriste ou à un conflit armé. Qu'en sera-t-il des nouveaux EPR2? Très bien. Donc, il y a 2 choses de la question. Je distingue vraiment le terrorisme des conflits armés. Ça peut paraître un peu artificiel, mais c'est quand même important. C'est-à-dire que c'est clair, nos installations nucléaires de production d'électricité sont des installations civiles. Voilà, ça, c'est sûr, elles ont été d'abord pensées pour la paix. Par contre, le monde dans lequel nous vivons, et il y a eu quand même un moment marquant, c'est le 11 septembre 2001, puisqu'il a généré dans la conception des EPR la fameuse protection avion. C'est suite au 11 septembre 2001. Donc, et ça, je vous donne cet exemple le plus marquant parce que nos installations, pour le coup, sur le risque de malveillance au sens large et donc terrorisme en particulier, depuis, on va dire, le début des années 2000, elles ont mis en œuvre énormément de dispositions contre la malveillance et en particulier le terrorisme. Donc, il y a des dispositions matérielles. Il suffit de venir visiter une centrale et je pense que vous verrez quand vous accédez à un certain nombre de choses. Donc, je ne vais pas dévoiler toutes les mesures, mais vous savez qu'il y a des choses qui sont vraiment de l'ordre de la prévention. Il y a des choses qui sont du domaine, pareil, de l'installation. Et donc, même si ce n'était pas intégré dès le départ des centrales des années 80, ça a été mis en œuvre avec un investissement massif de la part d'EDF pour ça. Et puis tout ça, évidemment, c'est une question qui se fait en lien étroit entre l'exploitant, la responsabilité d'exploitant que porte EDF et les pouvoirs publics. Et en l'occurrence, et ça c'est une donnée connue, je ne dévoilerai pas après le détail, mais par exemple, il y a des pelotons spécialisés de gendarmerie à demeure sur nos centrales et qui sont capables de répondre à une menace terroriste. Donc, je dirais terrorisme totalement pris en compte en lien avec l'État et qui s'améliore en continu. Et par contre, guerre, c'est pas envisagé, ça relève de l'État dans ses missions régaliennes. Ce que je peux dire quand même, c'est que vu la robustesse de nos installations, justement face à la menace terroriste, je pense que parmi les installations civiles, je pense qu'on a les installations les plus robustes, quand même parmi les installations civiles. Merci, Monsieur Martin. Au-delà de la réunion CNDP prévue en Belgique, y a-t-il des échanges réguliers avec les autorités belges sur le projet, et notamment on pense à l'équivalent de l'ASN ou de l'IRSN, et notamment également aussi des échanges sur des choses comme le parc éolien offshore ou D'accord. Moi, je suis pas missionné pour la partie éolienne. La mission que m'a confiée la CNDP à moi et à l'équipe qui m'entoure, c'est vraiment sur le débat de Gravelines. Dans le cadre de la préparation de ce débat, nous avons mené une étude de contexte. Nous avons rencontré 110 entités, soit 189 personnes, pour essayer de comprendre quels étaient les débats, quels étaient les risques, qu'est-ce qu'il fallait porter au débat. Et bien évidemment, parmi ces 111 personnes, nous avons eu plusieurs rencontres avec des bourgmestres belges
avec l'autorité nucléaire belge. Et bien que la CNDP n'a pas mission d'aller porter le débat sur le territoire belge, puisque nous sommes une entité française, hein, nous avons répondu à l'invitation donc, des autorités belges, auxquelles seront associées les autorités nucléaires belges, pour mettre en place donc, cette réunion je ne sais plus la date. XMUD le 28 novembre. XMUD le 28 novembre, voilà, merci. Province du Westhoek. Voilà, donc voilà ce que je pourrais répondre. Si vous permettez un complément, c'est important parce que les liens, ils sont continus par la centrale actuelle. Ah oui, la CLIT. Voilà. Et donc, vous savez qu'autour des centrales, il y a une instance qu'on appelle la commission locale d'information, dont la mission est un lieu d'information et de dialogue permanent pour la centrale nucléaire. Et donc, dans les CLI dites transfrontalières, qui est le cas de la CLI de Gravelines, il y a 3 représentants belges qui sont membres permanents et notamment dans les 3, il y a un représentant de l'autorité de sûreté nucléaire belge. Donc, il y a régulièrement de l'information qui est donnée à travers ça. Moi, je suis intervenu déjà 2 fois dans la commission locale d'information, donc ils ont aussi des informations préliminaires sur le projet EPR2. Voilà ce qu'on peut dire. Et puis la centrale de Gravelines a reçu régulièrement des bourgmestres, donc il y a quand même des liens qui sont établis avec la Belgique pour aussi maintenir de l'information. Très bien. Merci. Nous avons une question maintenant de Fanny qui dit 30 réacteurs en construction en Chine, remise en route et construction de réacteurs aux USA. Est-ce que la France et EDF n'auraient pas dû démarrer plus tôt ce programme pour décarboner à temps? Alors, merci Fanny déjà de remettre une donnée pour tout le monde parce que c'est effectivement 30 réacteurs en construction et surtout, ils en ont exactement 56 en production aujourd'hui. Donc, on les bat encore parce que je rappelle qu'on en a 57 grâce à Flamanville 3 qui a démarré la réaction nucléaire de son réacteur. Mais le moment où ils vont nous passer devant, il est imminent. Et vous voyez, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en Chine, ils ont continué, ils sont à peu près dans la même dynamique de construction qu'on avait dans les années 80, quand on a construit nos 56 réacteurs. Et donc, on a des liens réguliers puisqu'ils ont démarré une partie de leur filière grâce à un modèle qu'on leur avait vendu clé en main à Dayabé. Moi-même, j'ai travaillé en Chine 2 ans dans la suite où ils ont progressivement, ils ont appris à faire tout seul. Ils ont gardé les concepts français, mais surtout, ils ont gardé l'effet de série, l'apprentissage et à force de répéter, ils en construisent à peu près 5 par an. Ils sont devenus aussi bons, entre guillemets, qu'on l'était à la fin des années 80 ou 90, quand Gravelines était démarré. Et ils n'ont pas, entre guillemets, inventé des choses sensationnelles. Et ils continuent et ils ont amélioré, ils ont poussé l'optimisation et l'effet de série et la répétition et l'excellence à son maximum. Et c'est pour ça qu'il y a des choses certainement à aller retenir, parce que nous, au contraire, il y a eu le creux de 20 ans entre la fin de la construction qui était à Civaux et Flamanville, et puis maintenant la reprise au PR2. Donc nous, il y a eu ce creux-là, on a perdu cette expérience. Autre facteur que décrit très bien Jean-Martin Fols. Et donc, il y a des choses à aller chercher en Chine ou ailleurs, dans les pays qui se sont jamais arrêtés et qui ont perfectionné le modèle de l'effet de série et d'apprentissage. Donc, quand vous dites 57 réacteurs, c'est en déduisant bien sûr les 2 de Fessenheim qui ont été arrêtés, puisque sinon ça aurait été 59. Oui, bah là, vous permettez, là je suis EDF, donc je rajoute malheureusement arrêté, puisque c'était des réacteurs qui avaient passé leur 3e visite décennale, qui étaient en toute sûreté. Vous savez, ils ont été arrêtés pour une raison politique, pas pour une raison de sûreté, et donc c'est effectivement, c'est 59 moins 2. Il nous reste quelques minutes avant de conclure ce débat. Vous avez encore la chance et l'opportunité de poser une question. J'en ai une. S'il reste des questions, bien sûr, ils peuvent les poser sur le site internet. J'allais le dire. C'est mon mot de conclusion. C'est mon mot de conclusion. Nous avons une question qui est EDF ne sépare et démanteler ses réacteurs les plus anciens. Alors pourquoi en construire de nouveaux? Alors là, pareil, je réponds tout de suite. Si j'ai qu'un mot à dire, je dis faux. Faux. Il suffit d'aller dans les Ardennes, c'est à 2 heures d'ici, je connais bien les Ardennes, voir le réacteur de Chaux A, qui était le premier réacteur à eau pressurisée en France et qui est à l'arrêt et qui est en fin de son démantèlement. Et comme c'est un réacteur à eau pressurisée, tous les process sont expérimentés. Et là, actuellement, on est en phase ultime de découpe de la cuve. On est vraiment sur la fin. C'est-à-dire tout le circuit primaire, tout ça, ça y est, c'est fait. Et on est en phase maintenant d'acte de la cuve. Donc tout ça, ça veut dire qu'on a appris. Et finalement, c'est des procédés qui vont servir pour malheureusement Fessenheim, dont on parlait juste avant. Et puis, il y a deuxième point, c'est qu'il y a les réacteurs de la première génération, dits réacteurs graphite-gaz,
J'ai aussi travaillé à Chinon, donc je les connais bien, Chinon A1, A2, A3. Et là aussi, les équipes EDF ont lancé les process de déconstruction de ces réacteurs. Et puis on peut citer aussi Brennelis en Bretagne. Donc je dirais non, on sait démanteler. On provisionne de l'argent pour ça, y compris dans les budgets et les coûts EPR2. Donc on a l'argent et on sait faire. Merci. Encore 1 ou 2 minutes, peut-être des ajouts de votre part. Petite question, donc vous parlez du démantèlement de chaux. C'est un réacteur particulier, il est construit dans la montagne en fait. Ouais, quand tout sera terminé, est-ce qu'on pourra aller se promener à l'intérieur de la cavité ou est-ce qu'il y aura encore des restes de radioactivité Moi, je suis pas en charge de l'opération. J'y ai travaillé il y a une quinzaine d'années, donc je garde toujours un œil avec attachement. Mais oui, la cible finale, c'est bien de revenir en conditions normales d'accès. Alors, il est vrai, vous avez raison. Ce réacteur, il était dans les falaises des boucles de la Meuse, dans une caverne. Certains disent que c'est l'anecdote. Vous m'autorisez une anecdote? C'était les années 60 et c'était un réacteur sous licence Westinghouse, c'était le général de Gaulle à l'époque et on était dans une filière française graphite-gaz et il aurait dit, c'est la légende qui court dans les Ardennes, ok, vous pouvez me faire celui-là, mais faut pas que ça se voit. Sous l'angle, c'était les Américains qui faisaient, il y avait la question indépendante et donc c'est pour ça qu'il a été mis dans la caverne, mais non, l'objectif, une fois démantelé, c'est effectivement de revenir à un état totalement naturel. Je pense que ça ferait une belle salle de concert, effectivement, dans la caverne, c'est un bel endroit. Merci, Monsieur Maillard. Peut-être une précision, quelque chose à ajouter par rapport aux questions qui ont été posées? Pas plus d'éléments. Je pense qu'il n'y a pas eu plus de questions que ça sur la consistance du raccordement. Mais s'il y en a, n'hésitez pas à les déposer sur le système de questions-réponses. Monsieur Martin. Déjà, je voudrais remercier les participants à la rencontre de ce soir. C'était notre coup d'essai. Il y aura donc 2 autres temps à venir. Et donc, vous étiez ce soir 25 personnes, donc c'est un début prometteur. On sera peut-être plus nombreux, mais de toute manière, le débat continue. Le site participatif est ouvert pour vos questions, pour vos cahiers d'acteurs, si vous représentez une entité, une collectivité. Et nous garantissons que nous donnerons la suite la plus favorable à toutes les questions qui seront posées ou même suggestions. Voilà. Alors, je remercie tout le monde. Je rappelle que les mardis du débat sont l'occasion de vous poser vos questions en direct, de faire de commentaires, de pouvoir exprimer votre avis, de pouvoir avoir accès directement sans entrer dans une thématique. Notre prochaine rencontre en ligne aura lieu le mardi 12 novembre et la suivante le 17 décembre. Je remercie particulièrement les participants de ce soir. Monsieur Martin, je rappelle, président du débat, de l'équipe du débat, pardon, Monsieur Ménager et Monsieur Maillard, qui sont co-maîtres d'ouvrage. Les questions et les avis qui n'auraient pas obtenu de réponse, j'ai vu qu'il restait une question qui était un petit peu longue et un peu technique, donc, sur laquelle nous n'avons pas eu le temps vraiment de répondre et de se pencher, peuvent être posées sur la plateforme participative. Par ailleurs, tous les commentaires faits ce soir seront versés au débat et seront contenus dans le rapport final qui sera publié à l'issue du débat après le 17 janvier. Ils seront résumés dans le rapport final. Résumés, pardon. Sinon, c'est 5000 pages. Hein. Oui, sinon c'est 5000 pages. Merci beaucoup en tout cas pour cette rencontre. Merci, bonsoir à tous. Merci, au revoir. Merci.